et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle séquence de l'émission Inspiration. Donc, pour rappel, Inspiration, c'est une émission où on reçoit donc un ou une invitée, une personnalité inspirante qui a un parcours qui nous donne des ailes. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va recevoir Christine Lamidel. Donc, Christine qui est fondatrice de Tilia, donc une société qui intervient dans le cadre de l'aide aux aidants. Et surtout, Tilia est une société qui est portée par un projet d'intrapreneuriat qu'a lancé Christine au sein du groupe PNB Paribas. Donc, Christine, bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours de vie? Bonjour. Alors aujourd'hui, moi j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, dont le cadet est atteint de troubles 10, dyslexiques, dysorthographiques. Je suis aussi collaboratrice du groupe BNP Paribas, tu l'évoquais, ça fait 24 ans que j'y travaille surtout sur des sujets de marketing, communication, digital. Et donc aujourd'hui, j'essaye de concilier vie professionnelle, vie personnelle et puis rôle d'aidant. Merci beaucoup. J'aurais voulu savoir en fait comment a germé l'idée de Tilia. C'est quand même une idée assez extraordinaire. Alors, ça, comme bien souvent dans les créations d'entreprises, les startups, ça part d'un sujet personnel. Alors, à la fois effectivement le rôle d'aidant auprès de mon fils, mais c'est surtout l'expérience d'accompagnement de fin de vie de ma grand-mère qui nous a fait réaliser à quel point c'était difficile de pouvoir accompagner au quotidien, sur la fin de vie particulièrement, un proche fragilisé. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte avec mes parents, c'est que quand ça nous tombe dessus, quand on est face à l'hospitalisation, l'annonce d'un diagnostic, on n'est jamais assez préparé, on se sent seul, démuni, on ne sait pas par où commencer, à qui s'adresser. Et vraiment, les pain points, les problématiques auxquelles on a été confrontés, c'est de se dire on a besoin d'un point d'entrée unique, un contact humain, auprès de qui on puisse tout de suite avoir de l'information qualifiée. Et puis un manque d'agrégation. On avait autant d'interlocuteurs que d'intervenants au domicile de ma grand-mère. Et donc, voilà, vraiment, c'est poser cette question de dire, mais comment, en fait, on peut accompagner les fragilités, que ce soit la maladie, le handicap, l'avancée en âge. Et puis, c'était aussi le fait d'être collaboratrice du groupe. Et donc, je me suis posé la question en termes de parcours client, comment aujourd'hui on accompagne les clients de BNP Paribas sur justement l'avancée en âge, comment on peut imaginer avoir des services extra-financiers qui viennent accompagner au quotidien nos clients, comment se renouveler, comment innover aussi par rapport à cette problématique du constat démographique inexorable du vieillissement de la population. Merci. Alors, comment est-ce que tu es passé finalement de cette idée qui parle de toi, qui parle de ton histoire de vie, à l'innovation concrètement au sein de BNP Paribas? Alors, c'est aussi le hasard du calendrier. Il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité de participer à un programme d'intrapreneuriat au sein du groupe BNP Paribas. L'idée, c'était de trouver des projets porteurs de sens et des projets qui émanaient des collaborateurs. Et c'était 2 ans après le décès de ma grand-mère, j'avais besoin, moi, professionnellement aussi, de me sentir utile, de pouvoir mettre aussi finalement à profit cette expérience personnelle. Et puis je voyais bien dans mon service que d'autres collègues vivaient la même chose que moi en tant qu'aidante. S'inquiétaient, n'étaient pas tranquilles sur le bien-être de leurs proches. Et donc, j'ai posté l'idée. On a été à peu près, je crois, 500 collaborateurs à se regrouper, à réfléchir à des projets. Il y a eu 82 projets qui ont été proposés. Et donc, sur les 82, 6 ont été incubés. Et donc, ça a été 6 mois d'incubation avec des ressources humaines, des ressources en termes de structure pour développer en agile. Et donc, une grande chance que j'ai saisie.
Merci. Alors, le parcours d'intrapreneur, c'est vraiment quelque chose de très de saison, on va dire, puisqu'avec la loi Pacte, maintenant, les sociétés ont la possibilité, en fait, de devenir des entreprises à mission, ont des raisons d'être qui doivent intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. Et tout ça, en fait, vient challenger, on va dire, la vision habituelle de la fondation d'entreprise. Et je me suis repris au début de notre entretien. En fait, Tilia n'est pas la fondation d'entreprise du groupe BNP Paribas ou une fondation. Tilia est une société issue de l'intrapreneuriat, et ça déjà c'est très innovant parce que c'est une autre façon finalement au sein d'une entreprise, au sein d'une société, d'avoir comme des bulles de champagne des projets qui viennent pétiller, qui viennent remonter à la surface, issus du cœur de l'entreprise, des ressources humaines, pour apporter une autre richesse, une richesse humaine, une richesse qui abonde aux enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, ça challenge un peu cette vision habituelle de la fondation. Alors, finalement, ce parcours d'intrapreneur qui est très inspirant, tu en retiens quoi? Et si tu devais donner des conseils à des ressources humaines dynamiques et pleines d'idées au sein des différentes entreprises, quelles sont les choses essentielles pour se lancer, pour réussir, que tu voudrais leur dire? Alors, je te rejoins, c'est vrai que l'intrapreneuriat, je pense que c'est un levier essentiel en termes d'innovation parce que c'est porté par des collaborateurs qui ont des convictions fortes et qui les mettent au profit de leur entreprise pour justement porter des sujets essentiels, humains, à impact, engagés. Aujourd'hui, c'est vrai que l'intrapreneuriat, c'est pour moi une formidable aventure parce qu'on a à la fois la force d'un grand groupe, les moyens à notre disposition et également toute la souplesse, l'agilité d'une start-up pour mettre sur le marché des produits ou des services très rapidement. Alors, ce que je veux aussi partager en tant qu'intrapreneur, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, potentiellement, on a tous la possibilité d'avoir des idées. C'est à la portée de chacun d'avoir, d'être inspiré chaque jour. Voilà, on se dit, ah, effectivement, il manquerait ça comme service pour améliorer un process. Il faudrait mettre en place telle et telle méthodo, etc. Et je pense qu'effectivement, trouver une idée, c'est une chose. En revanche, la concrétiser en est une autre. Pour moi, dans les grandes organisations aujourd'hui, c'est effectivement compliqué parfois de vouloir un petit peu transformer, de faire bouger les lignes. Et les intrapreneurs, à un moment donné, on m'avait dit, mais en fait, ils viennent un peu à hacker le système, l'organisation, la rendre plus souple, la rendre plus agile. C'est un peu enfoncer aussi parfois les portes. Si on ne se fait pas entendre par la porte, on rentre par la fenêtre. C'est vraiment faire preuve de beaucoup de résilience. Moi, ce que je pense, c'est que les conseils, en tout cas pour se lancer, c'est vraiment que être intrapreneur, c'est un état d'esprit. C'est savoir sortir de sa zone de confort, c'est s'exposer, c'est prendre des risques, c'est vouloir expérimenter, tenter des expériences au bénéfice des autres, de sa vision, pour aller au bout vraiment. Et puis pour réussir, je pense qu'il y a savoir aussi accepter l'erreur, savoir accepter de se remettre en question. Rien n'est figé. Il faut vraiment être focus besoin client, vraiment. Ne pas partir avec son idée bien en tête et puis tomber amoureux de son produit et puis ne pas vouloir en sortir. Il faut savoir justement être agile, être capable de, si nécessaire, pivoter, abandonner une idée, la retravailler vraiment toujours, puisqu'on nous on est en méthode Lean Startup, en mode itératif avec justement cette interaction avec nos utilisateurs, les aidants, et puis être en perpétuel questionnement. Voilà, les doutes tout le temps, rien n'est sûr. Et moi, en tant qu'intrapreneur social, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de conviction. J'agis, moi, aujourd'hui, Tilia, je suis directrice générale. Ce n'est pas ma société, mais j'agis avec la même passion, la même urgence. Vraiment comme si l'entreprise m'appartenait en fait, et je me considère pas collaboratrice ou employée, et personnellement ce qui m'anime c'est vraiment donner du sens, c'est le sentiment de pouvoir aujourd'hui participer au bien commun, de pouvoir vraiment être actrice du changement. Voilà, c'est tout ça être intrapreneur, et je pense que il faut oser, voilà.
Merci Christine. Donc, on sent vraiment que ce parcours d'intrapreneur vous a donné des ailes. Et alors, du coup, quelles sont les ambitions que vous avez aujourd'hui pour Tilia? Quels sont ces objectifs? Alors, l'ambition de Tilia, hein, bien souvent, quand on est intrapreneur, quand on est start-upper, c'est que on a vécu une expérience personnelle et on ne veut pas la faire vivre aux autres et on veut trouver une solution justement pour que les autres puissent bénéficier d'un accompagnement. Et donc Tilia aujourd'hui, c'est vraiment faciliter le quotidien des aidants pour apporter plus de confort à leurs proches et vraiment simplifier le maintien à domicile. C'est vraiment ça l'ambition. Parce qu'aujourd'hui, on sait que être aidant, c'est un rôle fastidieux, chronophage, que la santé physique et psychique des aidants est mise à mal, que bien que ce soit un rôle essentiel et satisfaisant, voilà, et en même temps, c'est un rôle qu'on endosse naturellement par amour ou certains par obligation, voilà, cette culpabilité, la charge mentale de dire ce sont mes parents, ils se sont occupés de moi, donc c'est normal de le faire. Néanmoins, il y a des répercussions graves et aujourd'hui, les aidants n'en ont pas toujours conscience. Ils sont entre un peu déni aussi et culpabilité et ils n'acceptent pas toujours d'être aidés. Donc nous, vraiment, c'est de pouvoir sensibiliser voilà, largement à dire que les aidants ont besoin d'être aussi aidés, d'être accompagnés pour un meilleur équilibre des temps de vie, leur apporter un répit au quotidien avec notre dispositif et vraiment de pouvoir leur apporter un peu de tranquillité d'esprit. Ça n'enlèvera pas, bien entendu, la maladie, le handicap de leurs proches, mais en tout cas, si on peut aussi éviter qu'eux-mêmes puissent risquer leur propre vie, voilà, c'est être présent pour eux. Merci. Alors, comment se matérialise concrètement ce projet? Qui sont les équipiers de Tilia et que propose Tilia? Alors aujourd'hui, Tilia, comme tu le disais, c'est une filiale de BNP Paribas Personal Finance. Et notre service, il est disponible dans les entreprises pour les collaborateurs de ces entreprises qui sont désireuses d'accompagner leurs salariés aidants ou leurs collaborateurs en situation de fragilité. C'est accessible aussi aux particuliers. Et concrètement, ça se matérialise par un accompagnement humain et digital. Parce que en tout cas, ce que moi j'imaginais comme le plus pertinent et utile, c'est effectivement d'avoir, puisque c'est un sujet humain, que c'est un sujet où on a besoin d'être rassuré en tant qu'aidant, il fallait un premier contact. Donc, on a mis en place des assistants personnels qui sont disponibles jour et nuit, qui à tout moment peuvent être sollicités de manière illimitée pour de l'information, pour de la recherche de prestataires, pour prendre les rendez-vous à ma place. Parce que l'idée initiale, c'était vraiment de dire, dans les grandes organisations, on a des dirigeants, des managers qui ont une assistante personnelle qui va gérer leur quotidien, leur agenda, prendre les rendez-vous. Et donc, moi, ce que je me suis dit assez naïvement, c'était que pourquoi les aidants ne pourraient pas aussi avoir leur propre assistant personnel pour se décharger d'un certain nombre de tâches qui sont effectivement contacter l'infirmière, l'ergothérapeute, le kiné, trouver une auxiliaire de vie. Ça, c'est des tâches qui sont délégables parce que ce que je veux, c'est qu'in fine, le prestataire passe bien au domicile de mon proche. Et que ça soit moi qui prenne le rendez-vous ou que ça soit un assistant personnel, vraiment, l'important, c'est que mon proche ait la prestation à son domicile. Donc, le côté humain, c'était primordial selon moi. Après, il faut vivre aussi avec son temps. Et le manque d'agrégation aujourd'hui au sein des familles et des fratries avait besoin justement d'un outil. Et donc, une application qui permette à tous les membres de la famille de retrouver les informations agrégées. Parce qu'il y a des sujets de manque de coordination et d'agrégation aussi. Donc l'application, elle permettait en fait d'avoir un agenda partagé, de pouvoir avoir les coordonnées des différents intervenants. Et vraiment, c'est un accompagnement que je voulais le plus pratico-pratique possible, être dans la vie des aidants, des proches, et, et venir compléter finalement les dispositifs en place, parce qu'effectivement, il y a des plateformes de répit psychologique, il y a des associations, des sites web, des marketplaces où on trouve des professionnels du service à la personne. Mais moi, je voulais quelque chose de 360, que je puisse prendre, que l'assistant personnel, par exemple, puisse me trouver une sortie au théâtre quand c'était encore possible pour mon proche, qui puisse me prendre des billets de train, qui puisse organiser un anniversaire si besoin,
qui puisse aller vers du service médical, paramédical, très poussé dans la dépendance, et vraiment comme ça couvrir presque tous les GIR, tous les degrés de dépendance, et évoluer aussi en fonction de la maladie et de la dépendance de mon proche. Voilà. Merci. Alors, ces propositions, en fait, elles ont rencontré leur public. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres de ce projet Tilia pour illustrer votre activité et nous dire un mot aussi sur le financement de Tilia? Oui. Alors, aujourd'hui, la société, on est 12 personnes. Ça fait 3 ans que Tilia, que j'ai eu l'idée, et ça fait 2 ans que la société est créée. Aujourd'hui, notre service, il est à disposition de 35 000 ayants droit. Donc, ce sont des collaborateurs d'entreprise, des adhérents de mutuelles qui peuvent, dans le cadre de leur emploi ou de leur adhésion à la mutuelle, bénéficier de notre service. Et aujourd'hui, c'est des centaines de situations effectivement individuelles accompagnées, que ce soit des aidants pour leurs proches fragilisés, que ce soit l'aidant fragilisé lui-même qui nous appelle, ou des collaborateurs en situation de fragilité qui, eux, n'ont pas d'aidant et qui nous appellent. Voilà, un collaborateur atteint d'une sclérose qui doit mettre en place un certain nombre pour son protocole de rendez-vous médicaux, des personnes atteintes de cancer qui ne veulent pas dépendre de leurs proches. Et donc, voilà, c'est autant de situations individuelles et singulières qu'on accompagne. D'un point de vue financement, par rapport à Tilia ou par rapport au dispositif, notre société est effectivement soutenue financièrement par BNP Paribas. Et pour le dispositif de Tilia, aujourd'hui, c'est soit l'aidant particulier qui prend, lui, l'abonnement pour lui et sa famille, ou alors c'est l'employeur qui prend à sa charge le service Tilia et qui le met à disposition de ses collaborateurs. Voilà comment c'est financé. Et alors, cette période Covid, donc 35 000 ayants droit, c'est énorme. Pendant cette période Covid, comment est-ce que vous avez fait face? Est-ce que vous avez mis en place des adaptations particulières? Alors, c'est vrai que très très vite, quand est survenue cette pandémie, on s'est senti un petit peu, comme tout le monde, voilà, il a fallu accuser le coup et se dire comment on va pouvoir se rendre utile, comment on va apporter aussi notre pierre à l'édifice. Et la crise sanitaire qu'on traverse, elle a encore plus mis en avant l'importance des aidants aujourd'hui, parce qu'entre isolement géographique, les prestataires au domicile qui ne passaient plus, la première vague de confinement a été vraiment douloureuse. Des aidants qui ont perdu leur emploi, qui avaient moins de revenus, qui étaient au chômage partiel. Et donc très très vite, il a fallu qu'on rebondisse. Donc on a, première étape, ouvert l'application, donc sur la version uniquement applicative, donc sans les assistants personnels, c'est-à-dire que pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Donc on a ouvert en version freemium pour vraiment toucher le maximum d'aidants. Ensuite, on a voulu aller plus loin avec une action de solidarité en offrant le service avec l'accès illimité aux assistants personnels, parce que, encore une fois, beaucoup d'aidants se sont retrouvés soit avec leurs proches qui ont été sortis des EHPAD, qui sortaient d'hospitalisation, ou alors qui étaient seuls à leur domicile et les prestataires ne passaient plus. Donc les aidants ont eu besoin à ce moment-là qu'on les aide dans la coordination pour trouver des solutions finalement de contournement un petit peu. Et puis, on avait identifié aussi une autre problématique qui est effectivement le manque de ressources financières. Et donc là, on a mis en place un partenariat avec toutes mes aides pour intégrer dans l'application un simulateur d'aide financière et sociale qui permettait, au travers d'un algorithme, de très très vite pouvoir identifier les aides auxquelles l'aidant ou son proche est éligible et de pouvoir comme ça pré-remplir en ligne les différents imprimés. Et donc ça, c'est en tout cas quelque chose qui a beaucoup aidé parce que cet algorithme, il était mis en temps réel à jour avec les aides qui étaient proposées, les aides liées justement au Covid qui ont été mises en place. Et donc, ça a permis de pouvoir accompagner aussi financièrement les aidants. Merci. Alors, quid en fait de la représentation intuitive qu'on peut avoir de cet aidant épuisé à bout de souffle, surtout pendant le Covid? Est-ce que quand même il y a des zones de lumière dans la posture de l'aidant? Est-ce qu'on peut se ressourcer dans l'aide d'un proche aimé? Alors, c'est vrai que c'est un rôle qui est
très épuisant, voilà, je le disais, physiquement, moralement. Et c'est un rôle noble qui doit être aujourd'hui mis en lumière. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bien trop souvent, entre déni et culpabilité, voilà, les aidants acceptent assez difficilement d'être aidés. C'est à force de beaucoup de sensibilisation, d'échanges, qu'ils acceptent effectivement un soutien extérieur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que majoritairement, comme ce sont des femmes qui sont aidantes, elles doivent faire le choix contraint, dans la plupart des cas, de se mettre à temps partiel pour pouvoir assumer ce rôle d'aidant et être au chevet de leurs proches. Et comme ils n'évoquent pas toujours cette situation en entreprise, pour moi, le sujet, il est vraiment là, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a une porosité entre vie pro, vie perso, encore plus aujourd'hui, puisqu'on est en télétravail, et donc on fait des actions personnelles sur son temps de travail, mais à l'inverse, à la maison, on travaille aussi. Donc, il fallait, en tout cas pour moi, que l'entreprise s'empare du sujet et vraiment valoriser ses collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, bien trop souvent, les aidants sont stigmatisés. On voit que c'est un collaborateur qui ne parle pas de sa situation. Donc, ce que le manager voit ou les collègues voient, c'est que c'est un collègue sur qui on ne peut pas compter, qui est absent plus que les autres. Et donc, ça, c'est finalement un cercle vicieux qui va faire que le collaborateur va être isolé, va se mettre en temps partiel, va être en rupture sociale parfois. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout le modèle idéal. Et donc, pour que justement que ce rôle d'aidant soit mieux vécu, il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit valorisé par l'entreprise. Un aidant aujourd'hui développe des soft skills. On va développer une meilleure organisation du temps, une gestion du stress. Il va savoir prendre du recul aussi par rapport justement aux événements qui surviennent dans sa vie. Au sein d'une équipe aussi, ça va être plus d'humanité, d'empathie, de bienveillance. Et donc, si l'employeur met à disposition des formations, des conférences, des dispositifs tels que Tilia, le collaborateur va se sentir valorisé et va savoir que justement son employeur a bien conscience de son rôle et qu'il le met en lumière. Et donc là, dans ces cas-là, l'aidant va accepter de l'aide. Et donc dans ces cas-là, oui, il va trouver que ce rôle est valorisant pour lui, est riche et le vivra plus comme quelque chose de subi. Et donc pour se ressourcer, pour que justement il puisse être accompagné, il a besoin de répit et de dispositifs adaptés à sa situation personnelle. Voilà. Merci. Alors, est-ce que finalement, tu aurais une anecdote qui t'a marqué, que tu aurais envie de nous partager sur l'ensemble de ton parcours Tilia? Alors, je repenserai, je pense toujours à quand j'étais dans l'incubateur, les autres projets qui m'entouraient étaient portés par des profils plus jeunes que moi et clairement orientés FinTech. Et je me rappelle que moi, avec Tilia, avec mon histoire personnelle avec ma grand-mère, je faisais un peu sourire avec ce qu'il disait. Voilà, c'était l'application pour les seniors. Donc j'ai eu quelques remarques sur le fait que certains venaient clairement me dire, mais en fait, je vois pas l'innovation dans ce que tu proposes. Ton application, elle a rien de révolutionnaire. Il y en a même qui m'ont dit, mais en fait, tu devrais te lancer dans tu devrais développer un site de rencontre pour les vieux. Ok. Et en fait, maintenant, je me dis que aujourd'hui, à tort, on considère l'innovation bien trop souvent sous le prisme de la technologie, en fait. Et que l'innovation ne peut pas être autre chose que le digital, les objets connectés. Et pour moi, aujourd'hui, Tilia, voilà, c'est une anecdote que je garde parce que Tilia, c'est de l'innovation sociale. Et aujourd'hui, ce dispositif qui n'existait pas, sa force, c'est de mixer de l'humain, mais aussi du digital, et parce qu'on répond à une problématique sociétale. Donc voilà, je trouve que c'est hyper réducteur et voilà, et ça me fait rire, quoi. Voilà, ton application pour les vieux, voilà, c'est quoi l'innovation et maintenant, je vois le chemin parcouru, voilà, d'un post-it aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. Je pense que l'équipe et moi, on est tous fiers de ça. Voilà.
Merci. Oui, c'est sûr que le service rendu à la société, il est bien là. Et justement, est-ce que pour illustrer ce service rendu que peut-être ces start-upers avec qui tu pitchais n'ont pas pu voir, est-ce que tu aurais une histoire d'aidant qui t'a touché et que tu pourrais partager? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en 3 ans, c'est autant de parcours de vie, d'expériences singulières et personnelles que j'ai en tête. Et c'est vrai que j'essaye aujourd'hui, moi aussi, de me protéger parce que j'ai vécu difficilement les premiers accompagnements parce que à prendre très, très à cœur chaque situation. Euh, il y en a quelques-unes, mais une là dont j'ai en tête parce qu'elle est un peu plus récente, c'est une toute jeune femme en fait qui vivait avec son parent qui, du coup, son parent atteint de plusieurs maladies lourdes et donc qui était fille unique, qui vivait à son domicile pour justement accompagner, procurer les soins, etc. Et qui aujourd'hui fait le choix de s'installer dans son appartement, de vivre un petit peu sa vie parce qu'elle était à bout et de pouvoir se lancer aussi dans une carrière professionnelle. Et c'est très douloureux pour elle parce que voilà, elle culpabilise, mais elle a quand même réalisé qu'à un moment donné, il fallait qu'elle vive aussi sa vie et que ce n'était pas pour autant qu'elle ne pouvait pas accompagner de la bonne manière son parent et qui nous a sollicité voilà, pour mettre en place des prestataires, pour la tranquilliser, la rassurer sur le fait que tout se passe bien au domicile de son proche et qui a accepté de l'aide. C'est une question un peu de survie aussi, parce qu'elle est vraiment toute jeune et qu'il faut qu'elle pense éventuellement à fonder un foyer, à avoir des enfants. Et voilà, c'est des situations comme ça. Après, j'ai aussi une maman ingénieure d'une société qu'on accompagne qui a une enfant en situation de handicap lourd et qui ne veut pas avoir à faire de choix entre son enfant, son accompagnement, son rôle, mais aussi sa carrière, son épanouissement professionnel. Et en fait, c'est des situations comme ça voilà, qu'on a systématiquement. Ou aussi récemment des seniors de 75 ans et plus là, qui nous appellent et qui disent moi, je ne veux pas être un fardeau pour mes enfants. Moi, je vais prendre Tilia pour moi, pour m'aider moi-même. Parce que autrement, je les embête tous les jours. Et voilà, ça me questionne beaucoup sur la société actuelle, voilà, on nous donne finalement pas les moyens de pouvoir accompagner nos proches, de les accompagner aussi dans la fin de leur vie dignement, en gardant leur autonomie et voilà, de pas les infantiliser, quoi. Voilà, moi j'ai des questionnements vraiment là-dessus aujourd'hui. Merci. Et justement, pour répondre à ce questionnement, alors, toi, quelle serait ta vision pour l'aide aux aidants? On voit bien effectivement cette tension, ce déchirement qu'il peut y avoir entre culpabilité, entre prise en charge de mon proche et cette dualité qui habite l'aidant, qui est le cœur même de la dyade aidant-aidé, et cette confluence finalement où les deux je deviennent un nous porté par l'aidant. Donc, quelle serait ta vision, toi, pour l'aide aux aidants? On sait qu'on a le plan, justement, le plan aidant 2020-2022 qui est en cours, qui est récent. Alors, comment est-ce que qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce que toi, tu vois les choses? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je considère que les aidants, c'est vraiment les oubliés de notre système de protection de santé, protection sociale et que voilà, un aidant aujourd'hui, pour accompagner son proche, il est obligé de se mettre en arrêt maladie, c'est compliqué hein, d'accompagner son proche, d'être présent. Et surtout quand on voit aujourd'hui les impacts non négligeables, encore une fois, sur leur propre santé. Quand on est sur l'accompagnement d'un parent âgé, c'est 1 sur 3 aidants qui ne survit pas à son proche, quoi. Ça fait quand même froid dans le dos, hein. Parce que dans ces cas-là, qui prendra soin du proche quand l'aidant ne sera plus là? Et ils assurent aujourd'hui, les aidants, un rôle essentiel. Ils vont au-delà même quand je pense que leur rôle il est primordial au sein de la société, dans le maintien à domicile. Aujourd'hui, voilà, c'est essentiel de pouvoir les accompagner. Alors oui, il y a eu le statut avec la loi Guidez en mai 2019 sur la reconnaissance du statut d'aidant. Il y a eu le congé aidant indemnisé qui est entré en vigueur le 1er octobre dernier. Mais il faut aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui,
il y a urgence vraiment à s'emparer du sujet. Je pense que au-delà des motivations personnelles, c'est difficile de prendre la décision malgré tout de pouvoir accompagner dans des bonnes conditions son proche. Aujourd'hui, il faut que l'entreprise elle s'empare du sujet parce que la richesse de l'entreprise, c'est l'humain. Et aujourd'hui, le sujet de l'aidance, il concerne potentiellement tous les collaborateurs, de l'employé au dirigeant, au manager. Et aujourd'hui, c'est 1 sur 5 aidant qui est actif, salarié aidant en entreprise. Demain, ça sera 1 sur 4. Et donc, si on ne met pas à disposition des accompagnements, des solutions pour venir soulager, hein, pas faire à la place de l'aidant, hein, c'est vraiment pas ça le point, c'est vraiment de pouvoir l'aider à maintenir ses équilibres parce que aujourd'hui, c'est encore pas suffisant. Après, par rapport, je pense aussi, il faut que ce soit un sujet qui soit porté au plus haut niveau, comme tous les sujets du CARE, la parentalité, le handicap, la diversité. Voilà, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas suffisant et il faut que ça soit pris en main par tous. Voilà. Merci. Alors, pour clôturer cet échange, si tu avais une lampe d'Aladin, quel serait ton premier vœu? Alors là, pour être... c'est vrai que ça, au risque d'être, encore une fois, peut-être un peu naïve et un peu... je voudrais simplement déjà qu'on change peut-être le regard qu'on porte sur le vieillissement de la population, quoi, sur le grand âge. C'est vrai que Tilia aujourd'hui, ça accompagne toutes les fragilités, hein, la maladie, le handicap, la situation d'avancée en âge. Mais aujourd'hui, moi, je considère, puisque voilà, j'ai plus mes grands-parents, c'est que c'est le vieillissement et la vieillesse est plutôt perçu comme un fardeau, comme une tare dans notre société. Je fais un voyage d'études à Tokyo et où j'ai eu le sentiment, en tout cas, qu'on valorisait davantage les seniors et que ça fait partie de notre histoire, de c'est une partie intégrante de notre patrimoine. Et donc, moi, je voudrais simplement qu'on puisse nous donner les moyens de prendre soin de nos proches et qu'on n'ait pas à devoir faire un choix, voilà, entre vie professionnelle, ce rôle d'aidant. Donc, mettre tout en œuvre pour que vraiment on nous donne les moyens d'accompagner dignement nos proches. Voilà. Merci Christine, merci d'avoir été avec nous. On te souhaite que ton vœu se réalise. En tout cas, à Delta 7, on croit que vous faites de très belles choses à Tilia. Bravo pour ton parcours d'intrapreneur. Bravo pour tout ce que vous apportez au quotidien à tous ceux qui en ont besoin, à toutes ces diades aidants aidés qui ont tant besoin d'aide. Et on souhaite à Tilia donc toute la réussite pour la suite, pour le bien commun, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. À très bientôt pour une prochaine émission Inspiration avec une autre ou un autre invité. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.